Eh oui, vous êtes bien à l'heure à votre rendez-vous plus ou moins geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek et plus. Une petite date tout de suite pour casser les préjugés, pour ceux qui pensent que ça n'existe pas depuis très longtemps. 1939, naissance du cosplay. Je ressemble un petit peu à Jamie et Fred. Eh oui, tu sais pas comment c'est fait la culture geek. Allez, on enchaîne avec les gens qui m'entourent pour cette aventure autour de ce plateau. RL, blogueuse et journaliste, le romancier Laurent Kessy, le duo du joueur du grenier, monsieur Sébastien Rassia et monsieur Frédéric Omolas. Et pour finir, le journaliste, chroniqueur, compositeur et comédien, monsieur Rurik Salé. Je n'oublie pas, je l'ai très bien dit Rurik Salé, je trouve. Salé. Je n'oublie pas non plus François, que nous retrouverons tout à l'heure pour la rubrique Talent Web. Ah, il est à fond, François, j'adore François. Et tout de suite, un petit sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le jeu vidéo Limbo, les aventures de Rurik au festival de Sitges, le comics Preacher, l'interview de Makoto Shinkai, la grande bouffe, Baptiste et Nico qui enquêtent sur les fantômes, Ishigo Mashimaro, une enquête geek avec le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bourgoin, Gilles Guéraz, notre talent web du jour, et l'incontournable Shopping List. Pour vous, amis garçons, tout de suite, la touche féminine de l'émission. Rubrique culture japonaise avec RL. Et non, c'est bien RL. J'aime bien quand le tout mignon, en fait, sert à cacher un certain humour sadique. Donc si vous tombez sur Ichigo Mashimaro, qui s'appelle à plusieurs titres en France Les Petites Fraises, Strawberry Marshmallow, etc., ne vous fiez pas aux apparences. La preuve en image. Mais c'est horrible. Ça fait peur, hein? Oh, il y a des bulles. Mais c'est la rubrique de Rurik. C'est trop gore. Regarde, sa tête va exploser. Voilà, donc en fait, on va voir 5 jeunes filles, donc 4 collégiennes et une grande. Déjà, c'est un peu coquin. L'animé, il date de 2008. Il a été suivi de 3 OAV plus 2 OAV, donc des vidéos disponibles en DVD. Pourquoi Moi, j'ai tendance à dire 6 OAV moins une. Et le manga est de 2001. Dis-moi, ça me fait un peu penser à Azumanga Daioh dans le style de dessin, ça n'a rien à voir. Ouais, donc en fait, c'est pas du tout le même auteur. L'auteur, c'est Barasui. Par contre, c'est le même magazine de prépublication qui s'appelle Dengeki Daioh, d'où le petit truc, qui est un magazine de prépublication shonen, pour les garçons. Voilà, mais la série est en fait tout public, ça peut vraiment plaire aux garçons, aux filles, aux grands, aux petits. Les 5 secondes d'image qu'on a vues, c'est pas du shonen. Ouais, non, mais c'est vrai que là, ça n'a pas l'air, mais Azumanga Daioh non plus, en fait, quand tu regardes, ça fait pas très manga pour garçons. Qu'est-ce qui fait que cette série, dont on voit les petites filles en train de se rouler dans l'herbe de façon indécente, j'ai envie de dire. Ah, je comprends. Là, oui, c'est pour garçons. C'est là que tu tiens le mot, tu as indécent. Voilà, en fait, Rurik a répondu à sa propre question. C'est indécent. Non, pas du tout. Parce que c'est non, mais c'est une série humoristique, en fait. Donc c'est vraiment sur le quotidien, ça pourrait toucher. Après, c'est le côté un peu lolicon, tu vois, il y a plein de jeunes filles, voilà. Bon, c'est peut-être là-dessus que ça se joue, en fait. Loliton, qui est donc le complexe de Lolita. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un des personnages, la plus grande, en fait, c'est la sœur d'une des 4 petites. Elle a un complexe lolicon, elle aime bien les costumés avec des petits trucs mignons. Voilà, donc elle s'appelle Nobue. Pour les garçons. Voilà. Donc Nobue, c'est la grande sœur qui nounoute un petit peu tout ce monde. Elle est assez nonchalante. Elle passe son temps à chercher un job pour racketter sa sœur. En fait, tout le temps, elle a jamais de thunes pour se payer des clopes. Donc la petite anecdote qui est amusante, c'est que dans le manga, elle a 16 ans et le passage à l'animation, ça posait problème parce qu'elle picole, elle fume et normalement, ça se fait pas avant 20 ans. Donc du coup, dans l'animé, elle a 20 ans. Voilà, pour le politiquement correct. Ça s'est passé aussi sur Game of Thrones, c'est sur de nombreuses aussi adaptations où les personnages prennent 10 ans parce que... Ouais, c'est vrai que dans Game of Thrones, il fume gavé de clopes. Il fume gavé de clopes. Voilà. Cette expression du Moyen-Âge... Ça a été offerte par les vins de Bordeaux. Donc ensuite, il y a sa petite sœur, Chika. Donc elle, c'est la jeune fille lambda, en fait. Elle a 12 ans, elle est studieuse, elle est calme, c'est celle qui va trancher avec les autres. Mais c'est aussi celle par laquelle les téléspectateurs ou les téléspectatrices, en l'occurrence, peuvent s'identifier. Parce que c'est un peu le personnage normal de l'histoire. Mais elles font quoi, en fait? C'est vraiment leur quotidien, voilà. Et l'avantage, c'est que ça se passe pas trop à l'école, parce que toi, ce qui t'agace, c'est que c'est tout le temps dans le cadre scolaire. Et là, en fait, comme il y a la grande sœur, du coup, c'est assez décalé. Ça se passe plus à la maison, dans mais il se passe rien. Enfin, je veux dire, mais voilà, en fait, elles vont dans l'herbe. Bah voilà, elles vont à la plage. C'est quoi les intrigues, on va dire? Comment tu pourrais nous parler des intrigues? Elles vont à la plage. Il n'y a pas d'enjeu. C'est Martine à la plage. Il y a des histoires d'amour, au moins, il y a quelque chose. Non, même pas. C'est vraiment l'amitié entre les filles. En fait, ce qui fait la force, c'est vraiment les personnages. Donc, on a Nobue la grande, avec sa petite sœur Chika. Il y a Miyu. Alors, c'est vraiment le personnage fort de l'histoire. Elle est exubérante, elle est insupportable.
Il n'y a pas de fil conducteur. Enfin, je veux Non, dire, non, c'est des histoires, même dans le cas courtes. au moins, il faut de la musique, il y a un truc logique, tu vois, mais là, c'est... Non, c'est vraiment à part le fil des saisons. Non, mais c'est vraiment humoristique. C'est la base, c'est faire des blagues, quoi. Une dernière info peut-être? Voilà, il y a pas mal de différences entre l'anime et le manga, donc si on veut vraiment faire les deux séries... Tu nous conseilles quand même plus le manga, j'ai les deux l'impression. sont cool. Non, les deux sont cool. Moi, j'aime bien les petites musiques Il est dans pas un peu l'anime aussi. plus osé, le manga? Il est un petit peu plus poussé, ouais, sur les caractères. Ouais. Moi, j'ai l'artbook et tout, voilà. En tout cas, peut-être que Rurik, on va te retrouver te roulant dans l'herbe, telle une petite fille, puisqu'on va découvrir ton troisième épisode de ton Inside à CJS. Et on se retrouve juste après, ne zappez pas. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. C'est honteux! Rurik est encore au soleil à l'occasion du Festival international du film fantastique de Sitges en Espagne. Et pourquoi pas moi? Car ce sont les stars ça éclaire, bien sûr. Donc là on arrive devant El Hierro, qui est l'un des 3 cinémas de Sitges. Pour notre Rurik, c'est le grand soir. Et pourquoi? Parce qu'il présente son dernier film à la presse et aux spectateurs dans une des salles les plus emblématiques du festival. Le stress grimpe et il est temps pour l'équipe de monter sur scène pour dire quelques mots sur le film. Défi pour Rurik, ne pas faire d'allusion sexuelle. You know, we are very, 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 very proud to bring Dead Shadows to Sitges because, making a movie is like getting naked, but coming to Sitges with the movie is like having sex. And that is very good, so thank you for having sex with us. Eh ben voilà, perdu. Allez, le film commence. Après la projection et quelques photos, trop d'émotions pour Rurik qui devient nostalgique. Alors je garde un souvenir ému de ce petit chemin qui jouxte cette incroyable église. Il y a 2 ans, je me suis baladé avec Ayako Fujitani, une petite japonaise sympathique qui vit à Los Angeles et qui se trouve être la fille de Steven Seagal. Voilà. Et que j'avais reconnu, bien sûr. C'était très agréable. C'est un petit peu mon moment Steven. Rurik sans un moment Steven, ce n'est plus Rurik. Au fil de la soirée, il va croiser de nombreux Français, dont Grégory Morin. Bonjour, je suis là pour soutenir Juan Carlos Medina ce soir, qui a sa première projection d'Insensible. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, t'as fait Paris by Night of the Living Dead et maintenant... Passé ici, dans la grande salle, je me souviens, en 2009. Je t'avais étranglé sur scène, tu te souviens? Voilà, vous avez fait les zombies sur la scène, tout à fait. Les zombies français qui attaquaient la projection. Grégory a eu la chance d'avoir son court-métrage qui est passé dans la plus grande salle du festival de Sitges, une salle de 500, 800, je sais pas combien de places. 1400. 1380 quelque chose. Voilà, quasiment autant que le Palais des Festivals à Cannes, c'est-à-dire une énorme salle prestigieuse. Voilà. Je crois qu'il y a moins de personnes à Cannes. Il y a moins de personnes, puis c'est les gens pas sympas. C'est moins sympa. Voilà. Ah, je suis Rurik Salé. Je suis... Ah, bonjour, Panoramad. Alors, Mario Ozawa. Rurik, allez, il est temps de repartir à l'Auditory pour découvrir le palmarès. Les prix vont se succéder, meilleurs films, meilleurs réalisateurs, meilleure musique, meilleurs effets spéciaux, etc., etc. On retiendra le succès de Chained de Jennifer Lynch, la fille de David Lynch. One job. You do what I say. You clean up my house. You only eat what I've left in my plate. This is your world. Touriste de Ben Wheatley, avec plein d'humour british comme on aime. You are going to pick that up. I didn't do that. If you don't pick up this excrement immediately, then I'm going to have to inform the National Trust. Report that to the National Trust, mate. Et la France est représentée avec le nouvel ovni de Léo Scarax, à qui on doit les amants du Pont-Neuf il y a bien longtemps. Céline, il y a des jours où un meurtre par jour, c'est pas assez. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde.
très bon cru pour Sitges qui aura survécu à plus de 100 films projetés. Rurik, un petit mot pour la fin? Voilà, ce Inside à Sitges est terminé. C'était quand même du travail, hein, parce que Sitges, ça fait rêver comme ça. Il y a des palmiers, il y a des cocotiers peut-être même, il y a des femmes nues. On dort peu, hein, on va voir des films, on rencontre des gens, on se tient au courant. Et pendant que nous travaillons hein, et fabriquons des émissions et le cinéma de demain, il y a des gens comme ça qui font la fête. Moi j'ai du travail ce soir, je vais aller voir quand même. Je reviens tout de suite. Hein. Je vais aller voir, je reviens. Revient sera donc le mot de la fin. Ton bilan de Sitges? Les Espagnols, les Catalans, hein, parce qu'il ne faut pas leur dire qu'ils sont espagnols, sont extrêmement enthousiastes, même devant Dracula 3D de Dario Argento, ils ont réussi à trouver des... Ça doit être dur. Hein. Donc vraiment, c'est un festival formidable. Alors, tu as des biens... J'ai des biens, ouais, c'est vrai, j'ai des biens, et je tiens à les garder, je ne les donnerai pas. Alors, tu as bien défendu Sitges. On va voir si tu arrives à défendre ta sélection cinéma qui arrive, parce qu'elle est très particulière. Rubrique cinéma avec Rurik. Alors, comment enchaîner avec ça? Parce que tu vas parler de la grande bouffe. La grande bouffe. Tu nous as déjà fait le coup. Alors, je vous ai fait une petite plâtrée de pâtes. Voilà, oui, avec buffet froid. Avec buffet froid. C'est pas très geek, la grande bouffe. Ben non. La grande bouffe, le buffet, tout ça. Le buffet, l'alimentaire, ouais. Mais là, vous allez voir le métier, Rurik va réussir à rebondir dessus. Je ne sais pas encore comment, mais top magnéto, je vais réfléchir pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Marcello. Qu'est-ce qu'il dit, Marcello? Il s'énerve tout seul. Il a des yeux fous, Ugo Tognazzi. Bon, ça, c'était deux énormes stars en Italie à l'époque. Est-ce qu'on va enchaîner sur les Français? Je ne sais point. Pour l'instant, c'est du Rita Ladonf. Vous avez Andrea Ferréol qui est française, voilà, actrice. Michel Piccoli, qui est le seul des quatre à être toujours vivant. Et vous avez Philippe Noiret qui est... voilà, il est là. Voilà. C'est un film de Marco Ferreri. Déjà, c'est un film italien, il faut le dire, parce que les Italiens, ce qu'ils ont, ils sont toujours un peu trop. Voilà, moi-même, je suis d'origine italienne, donc je peux vous en parler. Les Italiens, quand ils font de l'horreur, c'est les rats de Manhattan, ça part dans tous les sens. Ou alors c'est Dario Argento, c'est... Quand ils font la guerre, bon, bah, c'est Mussolini. Quand ils font des pâtes, il y en a un peu. Et quand ils font des films sur la grande bouffe, les mecs bouffent jusqu'à en mourir, puisque c'est le but de ces quatre... Ils se suicident à la bouffe. Voilà, c'est quatre personnes, bon, clairement bourgeois, il y en a un qui fait de la télé, bon, bah, on sait très bien que c'est tous des bourgeois. Et il y en a un autre qui est pilote de ligne ou je sais pas quoi. Et ils se rencontrent pour une sorte de week-end culinaire. Et on comprend au bout d'un moment que le but, c'est de bouffer, jusqu'à clairement en mourir. Voilà, ils font venir... Et c'est l'appétit de la chair, ils font venir des prostituées, ils font venir une maîtresse d'école qui est juste à côté, qui est très en chair, c'est Andrea Ferréol, on l'a vu. Et c'est cette espèce de... Alors, dans l'histoire, Ugo Tognazzi est un grand cuisinier, donc c'est pas non plus manger de la merde, c'est vraiment manger des plats incroyables, mais manger, il faut toujours manger, toujours plus, jusqu'à en mourir. Michel Piccoli racontait que lui voyait en ça la propre image de Marco Ferreri, qui lui mangeait énormément, donc il voulait se représenter là-dessus. Il y a aussi des gens qui disent que c'est une sorte de décrépitude, d'écroulement de la société capitaliste bourgeoise qui, à force de trop bouffer, en crève, puisqu'il meurt parfois, je vous passe les détails parce que ça devient parfois limite scato, il meurt de façon ridicule, mais c'est comme tout en Italie, ils assument le ridicule tellement que le film est incroyable. C'est jamais ridicule parce que le film est fou. Et vous avez effectivement cette explosion de toilettes, je veux pas, mais ça devient... Mais c'est une espèce on dirait, on est à la fête foraine, on est au cirque, ça devient complètement taré, il y a des montagnes de purée. À un moment, il met Andrea Ferréol, qui est donc bien en chair, dans la purée, dans la tarte, pour faire une tarte avec la forme de ses fesses. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est jamais vulgaire malgré tout. C'est ça qui est incroyable. C'est grossier, mais c'est jamais vulgaire. C'est une grande différence, parce qu'on peut être très vulgaire sans dire de gros mots. Eux, ils sont toujours dans l'exubérance, dans les seins, les trucs, mais c'est jamais vulgaire. Et à Cannes, c'était un méga scandale. C'était un scandale de fou. Ils sont très bons parce qu'ils ont défendu le film jusqu'au bout. Quoi. Bien sûr, mais des mecs, tous les mecs qui étaient là, et des mecs qui tournaient régulièrement avec Marco Ferreri, et ils assument le film jusqu'au bout. À l'époque, les gens disaient, il y a des images qui traînent sur le net, des images d'archives, des vieilles qui font, c'est un scandale, c'est vraiment un scandale, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était d'une violence hallucinante. Ça me fait penser à une scène des Monty Python le sens de la vie, le mec éclate. Et vous avez aussi ça dans Magical Mystery Tour, dont je parlerai bientôt, un film des Beatles.
donc il y a George Harrison qui plus tard a produit des films des Monty Python. Vous avez une scène où John Lennon remplit de pâtes à la pelle l'assiette d'une grosse bonne femme qui bouffe non-stop. Donc s'il y a un côté quand même absurde, et Marco Ferreri, quelque part, il a aussi envie de faire chier tout le monde, quoi. Il a envie de dire, ça va vous dégoûter, je vais vous en donner encore plus. Et reprenez-en une part, tu vois. Et ça devient complètement fou. Au bout d'un moment, il y a des animaux partout dans cette espèce de ville-là, on sait pas pourquoi, comme s'ils annonçaient l'apocalypse, des chiens, mais... C'est fou, c'est un film sur la folie et c'est vraiment toute l'Italie, moi, que je retrouve dans ce film-là. Vraiment, il n'y a rien de vulgaire. C'est un film sur le trop, mais le trop magnifique, quoi. Le trop magnifique. Et ben, ce qui est trop magnifique aussi, c'est l'interview carrière qui suit. Alors peut-être que si ça vous a donné faim, allez chercher un truc à manger et regardez ça. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Bonjour, Shinkai Makoto desu. Blues Moen Geekを見てください。 Du statut de petit créateur indépendant, Makoto Shinkai est devenu une référence montante dans le cinéma d'animation. C'est grâce à ses graphismes poétiques et à la sensibilité de ses histoires qu'il a su séduire le public. Je suis complètement autodidacte. J'ai travaillé 5 ans dans une boîte de jeux vidéo dans laquelle j'ai fait des cinématiques d'ouverture. Et c'est en utilisant cette technique que je fais mes animations. Pour les images de synthèse, les ordinateurs de l'époque étaient encore un peu lents. De plus, il fallait des logiciels très chers. Du coup, j'ai dû dessiner à la main ou à l'ordinateur. Et puisque j'utilisais la 2D, je me suis dit que je pourrais le faire seul. J'ai donc naturellement choisi l'animation. Ce qui a été difficile, tout d'abord, c'est qu'il fallait que j'arrête de travailler afin de concrétiser mon projet. Donc j'ai dû présenter ma démission. Et finalement, c'était génial de me concentrer sur Oshinoko. Vraiment génial. Et tous les jours, à part manger et dormir, j'étais constamment devant mon ordinateur. C'est pour cela que je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré de difficultés. J'ai peut-être juste oublié les mauvais moments. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le premier jour de la projection de Oshinoko. J'étais déjà heureux de savoir que quelques personnes allaient venir. Je me suis rendu à Shimokitazawa afin de rencontrer les spectateurs. Et là, il y avait une longue file d'attente devant le cinéma. J'ai pensé que les gens n'étaient pas venus voir Oshinoko. Et pour ce court-métrage de 25 minutes, j'ai eu droit à un tonnerre d'applaudissements. C'était la première fois de ma vie qu'on applaudissait une de mes réalisations. Et ce jour-là, Oshinoko a continué à être projeté jusqu'au dernier train du soir. Et la salle était pleine à chaque fois. Je ne sais pas trop. Comment dire Oui, j'en ai peut-être envie. Cela ne sera peut-être pas bien perçu, mais si, par exemple, je rencontre un scénariste en qui je peux avoir confiance, eh bien, je pense que je le laisserai faire sans problème. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Donc, je préfère m'en occuper moi-même. Dans le futur, je pourrais sans doute collaborer sur certaines étapes de la réalisation. C'est déjà le cas pour le dessin. C'est vrai pour les shoujo, et particulièrement pour les œuvres d'autrefois. Avant, lorsque la conjoncture du Japon était bonne, on ne pensait pas trop à devenir parent. On voulait profiter de son adolescence. Aujourd'hui, on est devenu plus sérieux. Et les relations que l'on décrit dans les dessins animés actuels sont, à mon sens, plus compliquées qu'auparavant. Dans Voyage vers Agartha, on parle de ramener les morts à la vie. Et cette histoire, inspirée de la mythologie,
aborde à peu près le même thème que le mythe grec d'Orphée et d'Eurydice. Il est évident que nos cœurs battent de la même façon, malgré la distance ou malgré les différences. Il y a donc quelque chose de commun dans la structure fondamentale de nos récits. C'est mon humble avis. J'ai connu plusieurs événements personnels et j'ai voulu réfléchir sérieusement à la question de la mort d'un proche grâce à la réalisation. C'est durant cette période que j'ai commencé Voyage vers Agartha. Du coup, j'ai dû cogiter sur la manière de le traiter et je me suis dit que je pourrais raconter quelque chose en me référant à la mythologie. Je regarde mon téléphone. Je vérifie rapidement mes mails sur mon téléphone et je vais dans la salle de bain me laver le visage. Voilà à quoi ça ressemble. Comment s'est passée ta rencontre avec Makoto? C'était super intéressant, surtout que Makoto Shinkai, je le connais vraiment depuis ses tout débuts. Il a été très très surpris que dès son premier film autoproduit, on ait parlé de lui comme ça dans le monde entier. Ouais. Et qu'on ait peut-être parlé de lui dans Plus ou moins Geek. Évidemment. Il t'a envoyé un email. Allez, on enchaîne avec quelqu'un qui m'envoie pas d'email, il m'envoie des lettres manuscrites, elles sont belles, c'est Laurent. Rubrique BD et romans avec Laurent. Sans doute la meilleure série HBO qui ait jamais existé. C'est c'est pas une série, c'est une bande dessinée. Pour moi, dans l'esprit, la BD dont je vais vous parler, qui s'appelle Preacher, qui a été publiée dans les années 90, Preacher, le prêcheur, quoi, le révérend, et aurait pu devenir la meilleure série HBO si elle avait été adaptée. Il en a longtemps été question et puis ça s'est pas fait. Si on peut voir quelques images, peut-être ça serait cool que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Rappelons que c'est pas les images de la série que tu aurais tournée, qui s'est pas faite, mais qui a tourné quand même pour nous. Ouais, ça a l'air assez trash quand même. C'est vachement chiadé le. Ouais, alors les couves sont pas. Voilà, à l'intérieur c'est pas pareil. Ouais. Le dessinateur des couves c'est Glenn Fabry et à l'intérieur c'est Steve Dillon. Alors Dillon c'est un Anglais et le scénariste s'appelle Garth Ennis et c'est un Irlandais du Nord qui est plutôt lui dans le trip. Alors c'est pas le cas ici, mais il est dans le trip récit de guerre. Ses trucs préférés, c'est écrire des récits de guerre. Il est hyper pacifiste, il déteste la guerre, mais il a un profond respect pour les mecs qui font la guerre et pour les soldats, pour les histoires de guerre. Il est très intéressé par les armes et tout ça. Mais vraiment pas, il est pas à la NRA, tu vois. Je n'aime pas le viol, mais j'adore les violeurs. Le gonzo de la honte refait son retour dans cette émission, Eric. Donc Preacher, ça a été créé en 95, et ça a duré jusqu'à 2000. Ça dénote vraiment l'esprit des années 90, à mon avis. Hein. C'est très tarantinien, en fait. Voilà, dans l'esprit, c'est un western moderne. L'histoire, c'est Jesse Custer, qui est le preacher du titre, qui, pendant un prêche dans son église explose, et lui, il reçoit une entité en lui, qui s'appelle Genesis et qui est le fruit des amours entre un ange et un démon. Tu veux danser? Il dit I can dance. Merci parce que je voulais faire une vanne, elle n'est pas venue. Je te remercie. Genesis qui veut dire aussi à chercher. J'avais fait Colline, c'est tout comment le placer. Qui veut dire Genèse évidemment. Et donc c'est une entité fruit des amours d'un diable et d'un ange. D'un démon et d'un ange, je sais plus lequel a quel sexe. Bref, et qui lui donne le pouvoir qui s'appelle la voix de Dieu. C'est-à-dire il peut commander n'importe quoi à n'importe qui. À un moment, il utilise ce pouvoir. S'il te dit David, tu te lèves, tu danses. Et voilà, il est obligé de le faire. Quoi. Mais tu as ce pouvoir. J'avais ce pouvoir ce week-end au jeu de rôle. Voilà. J'étais super. Alors c'est dénoté dans la BD parce que quand il utilise le pouvoir, ce qu'il dit est écrit en rouge. Voilà, donc on comprend que c'est la voix de Dieu. Visuellement, il y a une vraie différence. Ouais, voilà, on comprend tout de suite que voilà, là il utilise la voix de Dieu. Et évidemment, ça donne des scènes cocasses parce que c'est évidemment hyper drôle. Ça donne des scènes coucailles, c'est ça que t'as dit. Par exemple, quand il dit à un ennemi de go fuck yourself, l'autre est obligé d'y aller quoi. À un moment, il leur donne. C'est mortel. Ça aurait fait une bonne série HBO là. Pour le coup. Et pourquoi ça s'est pas fait sur HBO? Je sais pas. Qui dit Hit Me. Donc l'histoire, c'est Jesse Custer qui est accompagné de l'amour de sa vie, Tulip O'Hara, et de son pote vampire Cassidy, qui est un Irlandais, part à la recherche de Dieu qui a déserté le paradis. Et le personnage que j'adore, moi, c'est Arseface, tête de cul.
qui est un fan de Kurt Cobain, qui a voulu faire comme lui et qui s'est tiré un coup de fusil. Qui s'est tiré un coup de fusil et il est pas mort. Alors, et il a une tête de cul. Au-delà d'être un fan, je sais pas si c'est un rapport, mais il y a quand même une véritable histoire, puisqu'il y avait un fan de Judas Priest qui disait j'ai écouté le disque à l'envers, le truc disait do it, le mec s'est tiré avec le fusil de chasse et avait précisément la gueule qu'on voit sur le... Et c'était horrible. Honnêtement, c'est une de mes BD préférées dans le genre, pas prise de tête, hyper rigolo, hyper prenant. L'histoire d'amour entre Tulip et Jesse Custer est une des plus belles que j'ai lues, vraiment. Et c'est un western moderne, c'est Alan Tarantino. Jesse Custer, il y a John Wayne qui lui parle comme dans True Romance, il y a Elvis qui parle au héros, et c'est le même genre de délire. Alors, ça a l'air assez trash quand même, non? C'est assez ultra violent, il y a des textes qui explosent justement. Alors, j'ai envie de dire, on va passer à un peu de légèreté, un peu de joie, de bonne humeur, puisque l'enquête geek aujourd'hui, nous avons été voir Stéphane Bourgoin. Ah oui, c'est sympathique qui est juste le spécialiste français des tueurs en série. Et son épouse a malheureusement aussi fini dans les griffes d'un tueur en série. C'est pour ça qu'il a commencé à enquêter sur ce phénomène. Avec lui, on décrypte le cinéma de tueurs en série et on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, l'enquête geek va vous mener sur des chemins obscurs fréquentés par les tueurs en série. Genre à part dans le cinéma, nous avons rencontré Stéphane Bourgoin, spécialiste mondial des serial killers et passionné de cinéma de genre. Quand est né ton intérêt pour les tueurs en série ? Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux tueurs en série à cause du meurtre et du viol de ma compagne en 1976. Donc c'est vrai que je m'intéressais au cinéma de genre déjà à cette époque-là. Et je vivais notamment à New York et à Los Angeles à la fin des années 70. Donc j'ai vu aussi tous ces slasher movies, ces films de psycho-killers, style Vendredi 13 et autres, The Burning, tous ces films Driller Killer de Abel Ferrara, et justement dans le New York que l'on voit dans pas mal de films comme New York 2h du matin ou le premier Maniac où sévit Frank Zito, qui a fait l'objet d'une adaptation produite par Alexandre Aja il y a peu de temps. Est-ce que la fiction rejoint la réalité ? Alors c'est vrai que la fiction, notamment la télévision et le cinéma, s'inspirent beaucoup du réel, mais l'inverse est également vrai. On a un tueur canadien qui s'appelle Mark Twitchell à Toronto, qui avait une page Facebook au nom de son héros. Il s'intitulait Dexter Morgan, et c'était un réalisateur aussi de films un peu geek, puisqu'il faisait des parodies de Star Wars à petit budget, et qu'il se préparait à tourner un film de serial killer. Et quand les enquêteurs ont vu dans son ordinateur le scénario, ils se sont rendus compte que c'était ce scénario-là même qu'il avait utilisé pour tuer sa victime. En fait, il s'était fait passer pour une femme sur un site de rencontre et avait attiré un homme dans son garage, puis l'avait tué et démembré, comme dans un épisode de la première saison de Dexter. Le premier véritable film de tueur en série s'inspire du mythe de Jack l'Éventreur. Il est signé Alfred Hitchcock, réalisé au temps du muet, et s'intitule Le Locataire. Par la suite, le film fera l'objet d'un remake, parlant, celui-là, au début des années 30, par le réalisateur Maurice Helvet. Mais le plus célèbre film de tueur en série, très certainement, date de 1931, et c'est M le Maudit, avec Peter Lorre, qui interprète ce pathétique tueur d'enfants et qui est basé sur l'histoire véridique du vampire de Düsseldorf, Peter Kürten. Que penses-tu des réalisateurs qui s'inspirent de faits réels ? Tobe Hooper s'est inspiré d'un cas qui s'est passé dans le Wisconsin, c'est-à-dire beaucoup plus au nord des États-Unis. Un cas qui avait d'ailleurs inspiré l'auteur Robert Bloch pour écrire son fameux roman Psychose, qui allait être adapté par Alfred Hitchcock, avec ce personnage de Norman Bates, qui vit avec le cadavre momifié de sa mère. Le véritable tueur, qui s'appelle Ed Gein, était un fermier à Plainfield, une toute petite ville dans le Wisconsin, qui avait gardé complètement scellé la chambre de sa mère avec le cadavre momifié de sa maman, et qui déterrait des corps de femmes dans le cimetière local,
Et il en prélevait la peau et les os pour fabriquer des meubles, un peu comme on voit dans Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est lui qui inspire tout à fait le personnage de Norman Bates et celui de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Quel est le film le plus proche de la réalité selon toi? Dans Henry, Portrait of a Serial Killer, qui est par ailleurs un film admirable, qu'on peut admirer mais qu'on ne peut pas aimer, parce qu'il y a véritablement un rejet total par rapport aux personnages qui sont absolument antipathiques, mais on a une véracité, une authenticité qui laisse même à penser qu'on est quasiment en train de regarder un documentaire sur la banalité dans l'horreur du quotidien d'un duo de tueurs en série. Et là, à un moment, on a ce tueur Otis qui regarde des crimes qui ont été filmés sur son écran de télévision, en train de se boire une bière et de prendre son pied en regardant ce crime. Et ça nous renvoie, nous, spectateurs, à notre propre voyeurisme par rapport à tous ces films de serial killers et à tous ces films de genre. Si vous souhaitez en savoir plus, plongez-vous dans les livres de Stéphane. Merci à toi. Voilà, donc si ça vous a pas trop cassé le moral, les amis, vous savez maintenant un petit peu tous les tenants, les aboutissants. On a les choix de carrière maintenant qui s'offrent à nous. Voilà. Peut-être, vous voulez peut-être zigouiller quelqu'un de votre entourage. Oh, beaucoup autour de cette table. En tout cas, Stéphane Bourgoin, qui est un mec, mais alors finalement adorable, qui est un grand passionné, pareil, de littérature policière dans sa bibliothèque. Il a une librairie à Paris. Oui, tout à fait. Son fils tient une librairie de SF à Paris. Je vous propose qu'on continue à bien vous flinguer le moral, amis téléspectateurs, puisqu'on enchaîne avec la rubrique Histoire et Nouvelles Technologies. Et aujourd'hui, Nico et Baptiste se penchent sur un nouveau dossier, Glamour. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, quel dossier pour nous aujourd'hui avec Baptiste? Les fantômes. C'est parti. Laissons Nico et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les fantômes, vous aimerez le film Ring, L'Orphelinat, Darkwater, Ju-On, Les Plus Drôles, SOS Fantômes 1 et 2, Poltergeist, le classique Les Innocents, The Crow. Si vous aimez les enquêtes sur les fantômes, plongez-vous dans les émissions Taps et Ghost Adventures, venues tout droit des États-Unis, ou la version française RIP, où vous retrouverez notre ami Nico à nous, enfin à eux. Ok Baptiste, donc je vais commencer par le commencement, les Banshees, qui sont des êtres surnaturels, qui sont apparentés à des fantômes, qui proviennent du folklore irlandais et anglais. Est-ce que c'est le départ des fantômes en Europe? En tout cas, c'est le départ de l'histoire fantomatique. Alors pour moi, patron, les fantômes, c'est plutôt, en tant que scientifique, relié à l'invisibilité. Et ce que je vais vous démontrer, c'est que les scientifiques sont actuellement en train de travailler pour créer une sorte de cape d'invisibilité, comme on la trouve dans Harry Potter, et que leurs expériences prouvent qu'on peut cacher un photon lumineux dans l'espace-temps pour le rendre invisible. Pour ce deuxième point, on va parler du poltergeist. Je pense que vous connaissez le film Poltergeist de Tobe Hooper. Les poltergeists ne sont pas forcément des entités ou des fantômes comme la plupart des gens le croient. On est plus dans un phénomène kinétique de création d'énergie par des adolescents qui sont en pleine transformation vers l'âge adulte. On sait très bien que scientifiquement, cette période, on a du mal encore à expliquer certaines transformations chimiques qui s'opèrent. En tout cas, pour moi, boss, il y a une chose vraiment intéressante à développer, c'est cette recherche qui a été effectuée en janvier 2012 par une équipe de scientifiques et qui a été dirigée par Moti Friedman, qui est un scientifique de renom. Ces travaux sont portés sur l'invisibilité. Il s'agit de notre bonne vieille physique classique. En réalité, on va créer un trou dans l'espace-temps en divisant la lumière en 3 fréquences et donc en 3 composantes de couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, en réalité, chacune de ces composantes se déplace à une vitesse différente. C'est très léger, mais en passant les rayons lumineux dans un jeu de lentilles, on peut ralentir la vitesse de chacun de ces rayons en augmentant en réalité l'écart de chacun de ces rayons. Il suffit d'introduire à l'intérieur de ces rayons un photon lumineux qui contient une information. En repassant à travers un nouveau jeu de lentilles, on recompose le signal, et en recomposant le signal, l'information reste contenue dans le rayon et reste totalement invisible à l'œil nu et coincée dans un trou spatio-temporel. Alors moi, j'ai parlé d'une troisième catégorie, Baptiste, qui est les fameuses dames blanches. Je pense que vous avez tous entendu parler des croyances japonaises. Ils sont convaincus que lorsqu'un être meurt, c'est-à-dire soit assassiné ou dans une mort violente, l'énergie du corps éclabousse les parties environnantes de celui-ci.
Les lavandières de nuit ou dames blanches, qui en Europe hantent la plupart de nos châteaux, pourraient-elles être ces fameuses empreintes résiduelles énergétiques? Pour continuer dans la quête d'invisibilité, on est face à une problématique aujourd'hui. Et c'est pourquoi des recherches sont entreprises. En réalité, le trou spatio-temporel qu'on arrive à produire lors de cette faille avec le rayon, il ne dure que quelques picosecondes. Tout le défi de ce siècle sera d'agrandir la durée de cette faille pour pouvoir conserver l'invisibilité de l'information. Imaginez, vous introduisez dans un photon une information top secrète. Dans un trou spatio-temporel, vous faites transiter l'information par fibre optique à l'autre bout de la planète. Il est absolument impossible de décoder ce message puisqu'il est caché dans le temps lui-même. Et demain, peut-être, des câbles d'invisibilité, mais dans un futur très très lointain. Pour mon dernier point, on a Thomas Edison, qui est l'inventeur du phonographe. Donc je vous explique plus ou moins quel est le but de cette démarche. On sait, depuis une trentaine d'années, qu'il est envisageable de peut-être enregistrer des voix venues d'ailleurs. On sait que énormément de scientifiques se posent la question, que sont ces EVP ou TCI, transcommunication instrumentale? On sait que certaines universités en Angleterre l'étudient de façon sérieuse. Cet appareil d'enregistrement, qui sont aujourd'hui des dictaphones, Thomas Edison en était plus ou moins l'inventeur. Au début du siècle, en France, on a des célébrités connues, reconnues, des scientifiques, des écrivains comme Camille Flammarion et Victor Hugo, qui ont principalement étudié le sujet et l'ont pris vraiment au sérieux. C'est quand même bien dommage qu'aujourd'hui la science a délaissé les fantômes dans les placards. En conclusion, patron, vous avez aujourd'hui tous les éléments, historiques et scientifiques. Nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation. Voilà, donc si toi aussi devant ta télé, tu es en train de pleurer entre Stéphane Bourgoin, les tueurs en série, les mecs qui flinguent tout le monde, heureusement qu'il y a ma chronique, tout simplement. On va voir si les prochains vont relever le niveau de la joyeuseté avec tout de suite Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Pas vraiment. D'accord, donc voilà. C'est pour ça que j'avais placé un truc drôle en fait. Là, d'un coup, ta chronique prend beaucoup d'intérêt. Voilà, elle relève le. C'est vrai, non, c'est pas vraiment en fait, parce que là, je vais parler d'un jeu qui est carrément en noir et blanc en fait, qui est assez sombre. Il y a un effet de grain, un effet de flou, et on contrôle un enfant qui meurt d'une manière totalement sauvage. Donc, il y a pas combien de manières de crever, mais on peut crever de plein de manières différentes. C'est formidable. Ça s'appelle Limbo en fait, littéralement les limbes en français. Donc c'est sorti en 2010 sur Xbox, en 2011 sur PC, PlayStation. C'est développé par Playdead. C'est un jeu indépendant. On va regarder quelques images de suite. Et comment t'as... L'ambiance, vous voyez, super. Donc c'est vraiment une expérience graphique en fait. Comment t'as connu ce jeu? Parce que c'est hyper... Oh non, c'est un mec qui est peint là, qui est mort. Oui, voilà, tu vois, donc on contrôle un enfant, il y a plein de manières de mourir différentes. Regardez bien les morts du gamin, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une expérience graphique en noir et blanc. Est-ce qu'il y a une petite inspiration Sin City ou Non, je pense pas du tout. Plutôt Burton, moi je dirais. C'est très amusant, c'est une des nombreuses manières de mourir, vous voyez. Ça me fait penser à... Regardez, le moteur physique est super bien fait, voilà, quand la caméra rebondit. Voilà, c'est très champêtre. Il y avait un jeu dans les années 80 qui était sorti sur Atari ou sur Amiga qui était comme ça déjà. Ah oui, c'est celui de... j'ai complètement oublié, j'ai recherché pendant la vidéo. Et il est en noir et blanc, et c'est que... Non, c'est pas... Là, c'est vraiment de la silhouette en fait, c'est un peu comme ça. Et donc, bon, c'est un jeu de plateforme, réflexion, puzzle game. Mais il me fait penser un peu à World of Goo en fait, en version plus trash. Ouais, non, pas vraiment. Moi, je le rapprocherais plus de l'Odyssey d'Abe en fait, justement comme on en parlait. C'est-à-dire c'est vraiment on arrive sur des tableaux, il y a des énigmes. Toutes les énigmes sont basées en fait avec le moteur physique du jeu, c'est-à-dire que par exemple tu vas avoir des leviers à tirer, des objets à pousser, tu vas monter sur une boule et la boule il faut reculer sur la boule, ce qui la fait avancer. Tu vas avoir beaucoup de trucs qui sont basés sur vraiment le moteur physique du jeu en fait. C'est que ça, tous des... Il y a le moteur physique du jeu. C'est-à-dire le moteur physique du jeu, par exemple, tu vas pousser un objet, il va tomber. Tu vois. Les poids, tu vois, les liquides aussi, des fois il y a des le moteur physique de la table, regarde. C'est exactement ça. C'est très con, mais c'est exactement ça. C'est par exemple, il va y avoir de l'eau qui va se déverser dans une cuve. Ici, un objet posé au fond de la cuve, mettons, si on déverse de l'eau si ça, l'objet va flotter, et tu dois l'objet va flotter, tu vois. Donc à chaque fois, il faut sauter d'une plateforme à une autre comme ça. Mais surtout qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait là en fait dans ce jeu. On peut avancer, et puis il y a tout le temps des menaces derrière soi, genre l'araignée qu'on a vue sur l'extrait, à un moment elle nous poursuit quoi. Donc on est en train de sauter partout, donc il y a vraiment
vraiment des changements de phase de jeu qui sont super intéressants. Il y a un petit côté gore avec sur les morts du gamin qui sont marrantes des fois, mais des fois tu fais un peu aïe. Ouais, notamment des fois par exemple il y a des asticots qui te rentrent dans le cerveau, tu vois, qui t'inversent les contrôles. Qui t'inversent les contrôles. Ça, quand tu vas à droite, ça va à gauche. Ça je déteste ça. Donc ça, le gameplay dans le cerveau, je supporte pas. C'est pas le genre de truc qui toi a tendance à t'énerver ou tu casses la console super rapidement? Non, pas du tout, parce qu'en fait le système de sauvegarde est très généreux dans ce jeu, en fait, contrairement à l'Odyssey d'Abe. Même si tu meurs souvent aussi. Hein, tu meurs c'est vraiment du try and die. Tu meurs. Je connaissais pas ça. Ah, c'est très bien. Essaye et meurs. Essaye et meurs. Alors tu meurs très souvent, mais contrairement dans les try and die où tu repopes souvent au début du niveau. Là, les checkpoints sont assez resserrés, donc c'est assez généreux. Quand tu arrives sur un tableau, il n'y a pas vraiment de tableau, contrairement à l'Odyssey d'Abe, quand tu arrives sur un piège, mettons, que tu meurs sur le piège, tu réapparais juste à l'entrée du piège. Ce qui fait que tu n'as pas trop. D'accord, c'est pas trop énervant non plus. Non, c'est pas du tout énervant. Ça me fait penser avec nostalgie à tous ces jeux qui avaient 40 tableaux plus durs les uns que les autres et 0 sauvegarde. Justement. Là, vraiment, l'ambiance est assez ressemblante. C'est casu friendly là quand même, donc c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu? On l'achète parce qu'il n'est pas très cher, c'est un petit jeu indépendant, puis c'est plutôt cool de soutenir les gens qui font des jeux indépendants, parce que ce sont souvent ce genre de jeux qui apportent de la vraie nouveauté au gameplay. Comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Hein. Oui. Petit budget, donc tu peux tester des trucs. Petit budget, égale grosse créativité. Et tu peux faire ce que tu veux surtout. Puis la direction artistique de ce jeu, elle est vraiment fantastique, donc il faut le faire. Un autre qui a un petit budget mais qui est fantastique, c'est François du haut de sa tour qui nous prépare un nouveau talent web. Alors qui a-t-il choisi? Que fait-il? Réponse tout de suite en images. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Oui, j'ai une liste. Écoutez bien. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Bernard Ménez, Henri Dibé et Aldo Machon. Ah bah faut savoir, vous voulez faire un Expandable français, c'est eux, hein, je vois pas qui d'autre. Bon, c'est pas grave, tout de suite on regarde un nouveau talent web, tout de suite. Les amis, le court-métrage est le parent pauvre du cinéma. Pas de thunes, peu d'exposition, mais l'équipe de Plus ou moins Geek se retrousse les manches et vous présente ces petits gars qui compensent l'absence de pognon par de l'inventivité. Eh oui, ça peut servir effectivement. Et voici un des plus talentueux, Gilles Guéraz. Comment as-tu débuté le court-métrage, mon petit Gilou? Alors mon premier court-métrage, je l'ai réalisé en 2004, ça s'intitulait The Box. Donc la boîte, c'était un cours que j'avais fait dans le cadre d'un concours qui était organisé par Sega sur le thème de la manipulation des médias. Et j'avais gratté mon scénario pendant je sais pas, quelques semaines dans les RER le matin et le soir. Et j'avais fini par le faire sans vraiment savoir comment on faisait un film. Et au final, ça m'avait tellement plu que c'est ce qui m'avait après persuadé en tout cas, qui m'avait incité à continuer. Après, j'ai une certaine bienveillance pour ce cours-là, qui est, même s'il est très très imparfait, c'était mon premier, donc il y a une forme de tendresse, voilà. Gilles participe fréquemment à un drôle de challenge, 48 Heures Film Project. Alors le 48 Heures Film Project, c'est quelque chose que je pratique depuis 2006. C'est arrivé en France en 2005, c'est né aux US en 2001. Ça m'a permis de faire 5 ou 6 cours, donc la plupart ont été primés. J'ai même eu un prix pour une compétition mondiale en fait, pour laquelle j'étais allé chercher un prix à Las Vegas. Et du coup, c'est une compétition que j'aborde de manière assez simple, dans le sens où je prépare pas. Tout va dépendre du genre tiré au sort. Donc on improvise beaucoup, on travaille dans l'urgence, c'est très 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 stimulant, et moi j'adore ça. Pour le cas de Pré-Bloc, c'était un thème imposé, la fin du monde. Et lorsqu'on n'a pas le budget de Transformers 3, on ne peut pas envisager de détruire la Tour Eiffel et Paris, tout ça. Donc on a essayé de trouver une idée où ce soit quelque chose de davantage psychologique que de spectaculaire. Je sais pas du tout si c'est possible en fait. Je sais pas du tout si c'est pas encore dangereux. Mais j'ai pas le choix. Il va falloir que j'y aille. Grâce à l'aide des internautes, il finance avec succès son court-métrage suivant. Lorsque j'étais à Las Vegas pour recevoir mon prix pour le 48 Heures Project,
J'ai fait la rencontre de différentes équipes là-bas, majoritairement des équipes américaines, et parmi lesquelles donc William Dresden et Grayson Wolf, qui sont un duo d'auteurs, et donc ils m'ont en fait proposé différentes pistes, différents traitements que eux avaient dans leur tiroir. Et de là est né donc le projet Laps, qu'on a après développé ensemble, qu'ils ont écrit, qu'on a réécrit et qui a fini par faire un court-métrage de 23 minutes. Vous avez du nouveau pour cette jeune femme? Non. Il n'y a pas de trace de femme dans ma vie. Je comprends pas pourquoi je pense aussi souvent à elle. C'est l'histoire d'un type amnésique qui se réveille avec donc une obsession pour une jeune femme. Et il va essayer de comprendre en fait d'où vient cette obsession qu'il a et surtout qui il est. Gilles, peux-tu nous parler un peu des films qui t'ont influencé? Donc je sais pas s'il y a un film en particulier qui m'a donné envie de devenir réalisateur. Je me souviens vraiment d'avoir pris une claque à 5 ans quand j'ai vu en salle Superman, donc le premier Superman. Et aussi le Magicien d'Oz en VHS, notamment le passage du noir et blanc à la couleur. Et je pense que c'est cet émerveillement-là que j'ai voulu après reproduire en faisant des films moi-même. Avec une tripotée de prix remportés, quels sont tes futurs projets? J'ai des projets de long métrage. J'ai un projet qu'on me propose qui parle de serial killer, qui est un univers avec lequel je ne suis pas forcément familier. Pour moi, ce serait vraiment important de faire quelque chose qui me corresponde vraiment. Dans lequel je puisse me retrouver, je puisse investir les 5 prochaines années de ma vie sans aucune arrière-pensée. Et me dire que ça me correspond, et qu'après le film marche ou marche pas, moi j'aurais pas de regret puisque j'aurais fait le film que je voulais faire. Et ça c'est le plus important, je trouve. Tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Je peux t'appeler Gilou? Allez, sois sympa, je t'appelle Gilou. Allez, on s'appelle Gilou, on te souhaite le meilleur, et paf! Gilles Guéraz, dont on peut aussi admirer le travail dans Plus ou moins Geek, puisque c'est un des réalisateurs des interviews carrière ou des enquêtes geek, et on espère bientôt pour lui un long métrage, mais pas tout de suite, parce qu'on a encore besoin de lui. Un autre dont on a besoin, c'est Franck, tout de suite, la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list, une shopping list un peu spéciale étant donné que Rurik a une barbe. Ah non mais sérieusement, je t'ai jamais vu comme ça. Bah oui, j'ai une barbe, voilà. J'ai une barbe, elle est là, voilà. Tu la vois, ça y est, c'est bon, t'es content? C'est la mienne, bah vas-y, mais tire-la, ma barbe. Mais je t'en prie, fais ce que tu veux avec ma barbe. Mais vas-y. Non, ça va. Merci. Ouais. Les aventures du baron de Munchausen, c'est un film de Terry Gilliam qui date de 88, c'est assez vieux et à l'époque il a fait un flop commercial, mais en tout cas aujourd'hui c'est à savourer parce que c'est super vieillot, il y a un petit grain cool et il y a des effets psychés. La deuxième série parallèle des Mondes de Torgal est à retrouver chez Le Lombard. Les fans de la série mère vont découvrir les multiples facettes de la fille rebelle de Torgal avec un dessin proche de celui de Rosinski. Et on commence les enchères ce soir avec ce magnifique livre sorti du 21e siècle, les Tortues Ninja, sorti chez Soleil US Comics. Je rappelle l'histoire, les Tortues Ninja ont un repère dévasté, leur maître Splinter a été capturé, je commence les enchères à 16. Allez, 16, 10, oh, un peu radin monsieur. Madame, ne faites pas les yeux doux, ça marchera pas. 16, 17 là-haut, moi je le prends pour 20. Salut. Les Chevaliers d'Émeraude, c'est à retrouver aux éditions Michel Lafon et ça raconte l'histoire d'un empereur noir qui veut conquérir un continent. Mais heureusement, les chevaliers sont là pour l'en empêcher et faire en sorte qu'une prophétie s'accomplisse. Les druides, c'est à retrouver chez Soleil, ça se passe au 5e siècle où les druides et les moines se livrent un combat. Et cette BD va raconter l'histoire d'un druide et de son apprenti qui vont essayer de déjouer les pièges de leur attaquant. Conquistador chez Glénat, ça raconte l'histoire de conquistadors qui veulent trouver un trésor aztèque. Malheureusement, celui-ci est protégé par une mystérieuse entité. La trilogie du Seigneur des Anneaux, retrouvez la formidable épopée de ce hobbit et de sa communauté dans une version haute définition. Ça nous ferait presque oublier que cette œuvre filmique a déjà plus de 10 ans. Noé, c'est à retrouver chez Le Lombard et ça raconte l'histoire de l'Arche de Noé, avec le déluge, la sauvegarde de l'espèce et tout le tralala. Et c'est une adaptation assez impressionnante dans un monde apocalyptique et assez inquiétant. Mais moi je me demande comment on faisait pour rentrer dans l'Arche de Noé. T'es qui toi ? Flamant rose? Bah non, regarde tes pompes. Non mais tu rentres pas, reviens demain, mais avec d'autres pompes. Ah là là, on laisse pas rentrer n'importe qui dans l'arche.
Miss Octobre, c'est chez Le Lombard et ça raconte l'histoire d'un polar noir et vénéneux dans l'esthétique de Mad Men où un meurtrier met en scène ses victimes à la manière d'un calendrier de Playmate. Chez Soleil, vous pourrez lire 2 livres. Il y a d'abord Légende, c'est une histoire fantastique dans une époque médiévale avec des chevaliers, ou alors Atlante, ça nous plonge dans la Grèce mythologique avec une femme qui essaye de faire la quête de la toison d'or. Quoi? Alors c'est assez marrant que tu m'en parles parce que... Ah non, mais je t'ai pas parlé, je parlais aux téléspectateurs. Pardon? Non, je disais, je te parlais pas. Non, là je dis stop. Je dis stop tout de suite. Ok, bon, on arrête. Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse et nous, on va retrouver l'équipe de... Ah, qu'est-ce que tu fais là, Rurik? Bon Franck, j'aimerais qu'on oublie un petit peu les facéties pour remercier Isabella, qui est une fan de Plus ou moins Geek, qui habite en Europe de l'Est. Elle a économisé pendant 6 mois pour nous envoyer cette petite sculpture traditionnelle, la Roublouchka, très très fragile. Regardez comme c'est beau. Et en plus, c'est une pièce unique. Et là, Oh, merci Isabella. En tout cas, ta sculpture nous fait super plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. L'émission est presque finie, mais on va faire durer un petit peu le plaisir avec le traditionnel vote qui engage nos chroniqueurs à se mouiller, peut-être après se faire détruire sur Internet. RL, ton choix? Alors, un point pour le t-shirt de Laurent que j'ai en face, j'ai pu en profiter. Magnifique. Et un point pour Makoto Shinkai qui s'est fait tout seul et voilà. Moi, je vais faire mon Fred aussi, je vote pour moi, et Preacher. C'est vraiment, je l'ai relu, c'est vraiment hyper bien. C'est vraiment hyper bien. J'ai trop envie de le lire, Preacher, ouais, définitivement. Fred? Allez, je fais plaisir. Rick? C'est marrant que tu me poses la question. Écoute, la BD de Laurent est vachement bien et votre jeu est très beau aussi. Voilà, je vote pour les deux. Ouais. Et bah d'ailleurs, moi, ça m'a fait pencher aussi sur Limbo parce que je trouve que ça allait assez formidable cette ambiance. En tout cas, moi, je kiffe. Autre chose que je kiffe aussi, c'est récapituler les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Geekbook. Geekter. Ah, ils sont bons. Et l'appli Geek. Le site internet. Le forum. Oh, que tu dis bien, le forum. Allez, donc on vous invite à nous retrouver sur tous ces supports différents. Et 2 petites choses avant de se quitter, ces 2 petites choses traditionnelles. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour revendiquer sa geekitude et qu'un bon geek reste un geek curieux. Allez, on se retrouve bientôt. Au revoir.